La première consultation d'un patient porteur d'un acouphène chronique est essentielle. Et en même temps, c'est une consultation difficile parce qu'il y a des ambiguïtés entre le patient et son médecin. La première, c'est qu'il vient chercher le silence et que ce n'est pas ça qu'on va pouvoir lui apporter. Et la deuxième, c'est qu'il est persuadé qu'il a un problème d'oreille et uniquement un problème d'oreille, et on va lui expliquer que ce symptôme met en jeu tout son système cognitif et émotionnel. Les questions les plus importantes pour démarrer cette consultation, c'est déjà de s'enquérir. Est-ce que c'est un acouphène uni ou bilatéral? Est-ce qu'il est perçu dans la tête, ce qui signifie d'ailleurs qu'il est bilatéral et à même intensité? À quoi il ressemble? Il faut que le patient décrive son symptôme. Depuis quand l'entendez-vous? En sachant que 2 ans, c'est un peu la limite entre l'acouphène récent et l'acouphène installé. Est-ce que c'est un acouphène continuel ou intermittent parce que le poids de la gêne ne sera pas le même? Est-ce qu'il entrave le sommeil? C'est un point essentiel pour le patient car s'il ne dort pas, ça va vite devenir une situation explosive. Et puis enfin, est-ce qu'il y a d'autres symptômes, des sensations d'oreilles bouchées, une sensibilité sonore par exemple? Un point essentiel, c'est d'évaluer la gêne du patient car c'est sur ce critère que l'on va juger de l'efficacité du traitement. On peut conseiller le questionnaire THI, Tinnitus Handicap Inventory, qui a été traduit et évalué en français et qui est constitué de 25 questions simples. Il sera intéressant de le renouveler à l'issue de la prise en charge pour juger de son efficacité. Et puis on peut aussi s'aider d'une échelle visuelle analogique de gêne où le patient est amené à placer un curseur entre 0, l'absence de gêne, et 10, la gêne maximale. Dans le questionnaire THI, le patient est invité à répondre aux questions en se référant à la semaine qui vient de s'écouler. Et on lui demande de répondre immédiatement, sans trop réfléchir. Pour chacune de ces questions, il y a 3 possibilités de réponse. Oui, qui va entraîner un quota de 4 points. Non, qui ne cotera pas. Et parfois, qui va coter 2 points. Et ensuite, on va additionner l'ensemble pour avoir un score qui est un score de handicap. Alors, de 0 à 16, on n'a pas d'acouphène handicapant. De 16 à 36, on a un handicap léger. Ensuite, jusqu'à 56, on a un handicap modéré. Jusqu'à 76, un handicap sévère. Et au-delà, il est appelé handicap catastrophique. Il ne faut pas oublier qu'un acouphène peut être le symptôme d'une pathologie sérieuse. Comme dans le cas de cette patiente qui est venue consulter pour un petit acouphène gauche qui datait de quelques mois, son audiogramme montre un léger déficit sur les aigus à gauche et malheureusement, on a découvert un volumineux neurinome du 8. Il est intéressant de pouvoir estimer la fréquence et l'intensité de l'acouphène. On pratique alors une acouphénométrie. Ça, en fait, ce n'est pas une mesure puisque c'est un symptôme subjectif. C'est une estimation en fréquence et en intensité de l'acouphène en proposant au patient un certain nombre de sonorités et en lui demandant de choisir celle qui se rapproche le plus de son acouphène et ensuite on fait une égalisation d'intensité. Cette acouphénométrie, elle est importante parce qu'elle permet de constater que dans 90% des cas, l'acouphène est corrélé à un déficit auditif et il se situe sur la zone déficitaire. Alors parfois ce n'est pas le cas et on est alors orienté vers un acouphène par exemple de tonalité grave associé à une audition tout à fait normale, ce qui nous oriente vers des acouphènes plutôt mécaniques dont l'origine peut être le cou, l'articulé dentaire par exemple. Alors malgré tout l'intérêt de l'acouphénométrie de départ, il n'y aura pas lieu de la renouveler au cours de la prise en charge. C'est souvent une demande du patient quand il va mieux, « j'aimerais bien que l'on remesure mon acouphène ». Mais on s'abstiendra de le faire car il est fort à parier que l'on retrouvera le même résultat que lors de la mesure initiale. Ce n'est pas l'acouphène lui-même qui a changé, mais c'est ce qu'en fait le cerveau et la perception qu'il en restitue au patient. Alors, à l'inverse, il peut arriver que l'on revoie un patient, parfois plusieurs années après, il était arrivé à l'état d'habituation, il n'était plus gêné, et puis il revient en disant que brutalement, son acouphène est devenu beaucoup plus fort. Alors là, on va s'empresser de la refaire, cette acouphénométrie, parce qu'il y a de fortes chances qu'on trouve là aussi la même chose que lors de la mesure initiale. Et là, on a un impact fort sur le patient pour lui faire comprendre le rôle essentiel du cerveau. Il doit y avoir un certain nombre d'éléments essentiels que le patient doit savoir en sortant de la consultation. Alors le premier élément, c'est quand même aussi de rassurer son patient et de diminuer son anxiété.
Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qu'il doit avoir entendus concernant son symptôme. La première chose, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'il a un déficit auditif qu'il a un acouphène. L'acouphène est la conséquence d'une pathologie de la voie auditive. C'est du moins le schéma qu'on va lui donner. Il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore dans la physiopathologie de l'acouphène, mais il est important qu'on donne au patient un schéma clair qui va lui permettre de progresser. Le deuxième élément qu'il doit comprendre, c'est que ce n'est pas l'acouphène lui-même qui est gênant, mais c'est ce qu'en fait son cerveau. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en jeu son système émotionnel et que cet acouphène, il est coloré négativement. Et il l'a fait parce que, par exemple, ça peut être une personnalité anxieuse de nature, ou encore parce que l'acouphène a été contemporain d'un événement stressant. On peut très bien imaginer un patient qui a un déficit auditif depuis 15-20 ans sans acouphène, et puis un beau jour, il y a un événement émotionnel, et il commence à percevoir le sifflement. Parce que le travail que faisait son cerveau pour le mettre de côté jusqu'à présent n'a plus été fait. Et en plus, cet acouphène, il est coloré négativement par le stress qui vient de se passer, et donc il y a toutes les raisons pour qu'il devienne invalidant. Le troisième élément, c'est qu'on va lui donner des conseils pour arriver à la maîtrise de son acouphène. Et on va lui dire que quand l'acouphène devient très gênant, eh bien, il faut qu'il le masque. C'est des choses que peut-être d'ailleurs lui-même spontanément a déjà trouvées. Mais il faut bien choisir son masque. Si l'on choisit la musique, qui est émotionnelle, si l'on choisit la radio avec l'information, tout cela attire l'attention du cerveau vers l'information sonore. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et on va au contraire pousser le patient à utiliser des bruits neutres, des bruits de nature notamment, pour que le cerveau lâche prise. Il y a toutes sortes d'appareils qui lui permettent d'entendre ces bruits de nature, qui ont l'avantage à la fois de masquer son acouphène et à la fois de faire que le cerveau s'en éloigne. Il y a un point très important à expliquer au patient, c'est comment va-t-on guérir ? Puisqu'il vient chercher le silence et en toute probabilité qu'on a très peu de chances d'y arriver. On va lui proposer une autre guérison qui est donc d'arriver à l'état d'habituation. C'est une situation où son cerveau sera devenu indifférent à l'acouphène. S'il va chercher l'acouphène, il sera capable de dire « ben oui, j'ai un acouphène », mais il sera plus intrusif. Et il est important que cette habituation soit présentée comme une véritable guérison et non pas comme un pis-aller. Il faut absolument que le patient adhère à cette guérison, c'est-à-dire qu'il fasse le deuil du silence. Et petit à petit, on va l'amener à ça. Tout ça ne se fait pas tout de suite, ça demande du temps, c'est un vrai travail du cerveau qu'on lui demande de faire. Bien qu'il soit très difficile pour le patient d'entendre de telles choses alors qu'il arrive envahi par l'acouphène, c'est une notion qui doit, à mon avis, lui être donnée très tôt dans son cursus. Il faut que le but à atteindre soit clairement défini. Il y a à l'heure actuelle un consensus sur le fait qu'un acouphène chronique doit être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire au sein de laquelle l'ORL joue le rôle de décideur et de coordinateur. Le patient doit en effet se sentir soutenu par une équipe de soignants dont le discours est convergent malgré leur diversité professionnelle. Toutes les équipes sont à l'heure actuelle constituées d'une sorte de noyau dur autour de l'ORL qui regroupe l'audioprothésiste et des psychologues. L'audioprothésiste est un partenaire de plus en plus important parce qu'on peut apporter beaucoup de bénéfices en appareillant son patient. Les psychologues de l'équipe pluridisciplinaire sont rarement, du moins au début de la prise en charge, des psychologues cliniciens de fond. On utilise surtout des psychothérapies brèves et centrées sur le symptôme, notamment la sophrologie et la thérapie cognitive et comportementale. Quelle que soit la stratégie envisagée, il est indispensable d'avoir recours à des spécialistes qui sont spécifiquement formés à la prise en charge de l'acouphène. La sophrologie est basée sur l'apprentissage de la relaxation, une relaxation efficace, d'accès facile, et la thérapie cognitive et comportementale est beaucoup plus un travail d'analyse sur les émotions et les comportements induits par la présence de l'acouphène, de façon à les rendre plus efficaces et moins perturbateurs. Il y a actuellement sur le territoire français plus d'une trentaine d'équipes pluridisciplinaires dont vous pouvez avoir connaissance sur la carte qui est à disposition sur le site de l'Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie ou encore sur le site de France Acouphène. L'ORL ne peut pas être absent de la prise en charge de l'acouphène chronique. Il n'est pas envisageable de la laisser au seul audioprothésiste ou au seul psychologue. Il doit absolument assurer la coordination de l'équipe pluridisciplinaire pour le bien des patients comme celui des thérapeutes.
Dès lors qu'il y a une baisse d'audition même faible, actuellement, il est tout à fait conseillé d'appareiller une personne acouphénique. L'intérêt, c'est que la correction auditive va créer un masque naturel sur l'acouphène. La personne va réécouter les sons qu'elle n'avait plus l'habitude d'entendre et on dit au vrai sens du terme qu'elle se défocalise, elle va défocaliser de son acouphène. On observe de très très bons résultats. On a maintenant des cas dans lesquels soit la perte auditive est un petit peu plus importante, soit l'acouphène est ce qu'on pourrait appeler un petit peu réfractaire, c'est-à-dire que la personne, malgré la correction auditive, va continuer de l'entendre. Eh bien, toute une gamme d'aides auditives existe aujourd'hui chez différents fabricants, spécialisées pour les acouphéniques, c'est-à-dire qu'elles associent non seulement la correction auditive, mais en même temps un générateur de bruit. Ça peut être des bruits blancs, ça peut être des bruits de vagues, ça peut être des bruits un petit peu zen. En réalité, l'idée c'est, en faisant retravailler l'oreille, c'est quelque part de réafférenter toutes les voies auditives. La majeure partie des acouphéniques, lorsqu'ils reviennent nous voir au bout d'un certain temps, nous disent qu'ils ont une qualité de vie qui est devenue nettement meilleure. Non pas que leur acouphène se soit arrêté, mais c'est que l'acouphène soit passé complètement au second plan. Il s'est complètement émoussé, si l'on peut parler ainsi. Et ça, c'est probablement le meilleur résultat qu'on puisse avoir. Ça veut bien dire que plus on va être capable d'analyser de façon précise à la fois la baisse d'audition, mais l'acouphène, ça va nous permettre de donner systématiquement une amélioration quantitative et qualitative aux patients. Donc, la thérapie cognitive comportementale comporte 3 parties. La première étant émotionnelle. Dans un premier temps, on essaye de transformer les émotions dites négatives, telles que la colère, la tristesse, l'anxiété. On transforme ces émotions pour les rendre plus neutres, plus apaisées. La deuxième partie étant de travailler la partie cognitive de cette approche, donc tout ce qui est associé à la pensée qui est en lien avec cet acouphène. Donc on essaye de travailler chacune de ces pensées dites négatives et de les transformer en des pensées plus réalistes. La troisième partie de cette approche thérapeutique étant l'aspect comportemental. Donc là, on travaille les comportements des patients, on essaye de voir s'ils sont adaptés ou inadaptés. Et pour les comportements inadaptés, on les transforme, on essaye de les modifier et de trouver des comportements, donc des actions plus adaptées au quotidien du patient. La thérapie cognitive comportementale propose une multitude de techniques et d'outils qui vont permettre au patient à la fois de mieux comprendre son symptôme, à quel moment est-ce qu'il apparaît dans la journée, depuis quand est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est là, quel sens il a dans la vie du quotidien. Donc c'est à la fois, ces techniques vont permettre à la fois de mieux comprendre son symptôme et également de permettre au patient d'être adapté à chacune des situations sonores rencontrées. Tout ceci va permettre d'améliorer la qualité de vie du patient. Pour la partie émotionnelle, on propose au patient une technique de relaxation, dite cohérence cardiaque, qui va permettre aux émotions très fortes qui sont associées à cet acouphène de s'apaiser, de se neutraliser. Donc on travaille par cette cohérence cardiaque, cet outil de relaxation, on travaille la partie émotive de sorte à ce que le système nerveux central soit rééquilibré et donc apaisé, neutralisé progressivement. Il faut compter une dizaine de séances auprès d'un spécialiste en thérapie cognitive comportementale pour arriver à un bon résultat, pour que le patient finalement puisse à la fois être dans l'habituation et donc dans l'acceptation de ce symptôme. La sophrologie est une méthode psychocorporelle avec une action positive sur le physique, le mental et l'émotionnel. Et tout cela grâce à l'apprentissage de techniques de respiration, de détente et de relaxation. C'est une première étape de relaxation qui est une première étape importante qui va permettre de proposer au patient des réflexes de détente qu'il va acquérir petit à petit
et diminuer ainsi petit à petit la perception négative qu'il a de l'acouphène. C'est un travail qui est centré sur le symptôme. Il apprend au cerveau à se détourner de cette sonorité. Moins anxieux, le patient va retrouver le calme, la concentration, bien souvent le sommeil. Ça permet d'avoir au quotidien une meilleure qualité de vie. Des sophrologues spécialisés dans la prise en charge de ces patients qui souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie sont regroupés au sein du pôle sophrologie et acouphènes. C'est un réseau de sophrologues spécialisés sur toute la France et vous pouvez avoir accès à cette information par l'intermédiaire du site internet.